Cultination, bonjour. Dans la vidéo de ce jour, nous allons vous emmener dans un voyage alimentaire épique où nous défierons les limites de notre appétit et découvrirons les conséquences d'une telle orgie culinaire. Préparez-vous à être étonné par la quantité incroyable de nourriture que nous allons ingérer et observez comment notre corps réagit à cette surcharge calorique monumentale. Attendez-vous à des moments hilarants et à des réactions surprenantes alors que nous repoussons les limites de notre estomac et de notre volonté. Mais n'oubliez pas, cette expérience est menée dans un cadre contrôlé et ne doit en aucun cas être reproduite. Nous souhaitons avant tout vous informer des effets potentiels d'une surconsommation alimentaire. Si vous êtes prêts, plongeons dans cette aventure gastronomique hors du commun. Pour commencer, clarifions un tant soit peu le terme de calories afin que vous puissiez y voir plus clair. Les calories, l'énergie qui fait bouger notre monde. Saviez-vous que la calorie est bien plus qu'une simple mesure de chaleur? Elle joue un rôle essentiel dans notre alimentation et notre énergie quotidienne. Au départ, la calorie était utilisée pour mesurer la chaleur spécifique. Elle était définie comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1 g d'eau entre 14,5 degrés Celsius et 15,5 degrés Celsius. C'est en 1824 que le professeur Nicolas Clément a introduit pour la première fois cette unité, la nommant kilocalorie, équivalente à 4186,8 joules. Au fil du temps, entre 1842 et 1867, la calorie a été intégrée dans les dictionnaires français et anglais. A noter que 1 joule équivaut à environ 0,239 calories. Bien que le joule soit aujourd'hui l'unité énergétique couramment utilisée, la calorie reste populaire pour exprimer la valeur énergétique des aliments. Pour mesurer la quantité de chaleur, les scientifiques utilisent des calorimètres spéciaux et une formule physique bien connue. Q est égal mc delta T. Cela signifie que la quantité de chaleur Q dépend de la masse M, de la chaleur spécifique C et de l'augmentation de température ΔT observée. Ainsi, les calories ne sont pas de simples chiffres sur une étiquette nutritionnelle, mais des éléments clés pour comprendre notre alimentation et notre énergie. Dans le passé, la calorie était utilisée dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la nutrition, avec une valeur équivalente à une kilocalorie, symbolisée par le cal avec un C majuscule. On l'appelait parfois grande calorie. Cependant, cette convention a été abandonnée et la kilocalorie est maintenant utilisée directement. Toutefois, dans les pays les plus développés, l'utilisation de la calorie tend à disparaître progressivement en raison de l'application des normes d'étiquetage des aliments. Les étiquettes alimentaires indiquent généralement la valeur énergétique de l'aliment en kilojoules par kilogramme, parfois également en kilocalories par kilogramme, ou pour des portions spécifiques. La calorie est également utilisée dans l'élaboration de régimes alimentaires, souvent qualifiés de faible teneur en calories, visant à favoriser la perte de poids chez les personnes en surpoids. En effet, les régimes alimentaires contenant moins de 1200 kilocalories, soit 5000 kilojoules, sont considérés comme dangereux car ils peuvent entraîner une dénutrition ou une malnutrition en raison d'une déficience en nutriments essentiels. De plus, certains aliments sont qualifiés de calories indésirables ou calories vides en raison de leur faible teneur nutritive comme les boissons gazeuses, sucrées ou alcoolisées. Il existe un débat animé concernant la classification des calories en bonnes et mauvaises. On entend souvent dire que les mauvaises calories sont celles riches en lipides et ou en glucides, en graisse et ou en sucre. Cette simplification est sujette à controverse dans le domaine de la nutrition et de la santé, en particulier en ce qui concerne les régimes hypocaloriques. Au fil des décennies, la promotion des régimes pauvres en matières grasses a peut-être été mal orientée. Certains scientifiques affirment que les glucides, en particulier les glucides raffinés tels que la farine blanche, le sucre et les amidons, peuvent contribuer à l'obésité, au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé. Des études ont même suggéré l'existence d'un lien de causalité entre les glucides et certains cancers, appuyés par des preuves biologiques, épidémiologiques et anthropologiques. Ainsi, la calorie ne se limite pas à une simple mesure de chaleur, mais elle incarne une unité énergétique essentielle qui influence notre alimentation et notre santé. Tout en continuant à évoluer, la compréhension des calories et de leur impact sur notre corps reste un domaine de recherche fascinant qui suscite de nombreux débats et questionnements. Quelle quantité de calories consommons-nous en moyenne chaque jour? Notre corps subit des changements au fil du temps. Et cela affecte également notre poids d'équilibre. Ce dernier correspond au poids auquel notre corps se maintient naturellement sans que nous fassions d'efforts particuliers. Selon Olivia Capot, une diététicienne nutritionniste, il est normal que notre poids d'équilibre augmente légèrement avec l'âge.
Par exemple, les femmes peuvent prendre jusqu'à 5 kg après une grossesse ou pendant la ménopause. Ce changement peut également être influencé par des modifications de notre mode de vie ou des perturbations émotionnelles. Outre l'augmentation de poids, la distribution de la graisse dans notre corps évolue également. Chez les jeunes femmes, la graisse a tendance à se loger principalement dans les cuisses, les hanches et les fesses, ce qui est bénéfique pour la capacité de procréation. En revanche, chez les femmes plus âgées, vers l'âge de 60 ans, la graisse a plutôt tendance à s'accumuler dans la région abdominale. La diététicienne souligne que cela est tout à fait normal. Il est difficile de se débarrasser de cette graisse localisée car nous n'avons aucun contrôle sur les zones où elle se dépose. Cependant, une activité physique régulière contribue à maintenir notre corps en bonne forme. Par ailleurs, notre métabolisme subit des changements. Le renouvellement des cellules ralentit avec l'âge, ce qui entraîne une diminution de nos dépenses énergétiques. En conséquence, nos besoins caloriques diminuent progressivement pour maintenir les fonctions corporelles. Il est donc inutile de se focaliser sur le calcul précis des calories car notre quotidien est en constante évolution et nos besoins énergétiques changent. Une étude menée par le statisticien Nathan Yo a examiné l'impact de l'âge, du niveau d'activité physique et de la sédentarité sur les besoins caloriques pour maintenir sa forme. Les femmes limitent généralement leur consommation à 1800 calories par jour entre l'âge de 25 et 30 ans. À partir de 50 ans, l'apport calorique baisse dans la majorité des cas pour atteindre 1600 calories par jour. En ce qui concerne les femmes actives, elles peuvent consommer jusqu'à 2400 calories par jour entre l'âge de 20 et 30 ans, puis elles réduisent leur rapport quotidien à 2000 calories à partir de 60 ans. Les hommes sédentaires consomment davantage de calories, soit 2400 par jour entre l'âge de 25 et 30 ans, puis 2000 calories par jour à partir de 60 ans. Quant aux hommes actifs, il faut s'attendre à au moins 3000 calories par jour dans leur vingtaine, puis 2006 à partir de 60 ans. Et l'IMC dans tout ça? L'indice de masse corporelle a été initialement créé pour des études épidémiologiques menées par des statisticiens. Il se base uniquement sur le poids et la taille d'une personne. Cependant, il est important de noter que le poids seul ne permet pas de déterminer si une personne est en bonne santé. D'autres facteurs tels que le mode de vie, la qualité du sommeil, le niveau de stress, la consommation de tabac, etc. jouent également un rôle crucial. Malheureusement, certaines personnes remettent en question leur corps en se focalisant sur leur IMC, pensant qu'elles ne sont pas conformes à la norme. Olivia Capot, diététicienne nutritionniste, souligne que les variations constantes de l'IMC liées à l'âge et les autres changements du quotidien ne justifient pas de calculer précisément ses calories. Selon elle, ce calcul n'est pas vraiment utile, puisque notre mode de vie évolue constamment. La meilleure approche consiste à écouter son corps, en particulier sa faim. Elle préconise une méthode d'alimentation intuitive. Cela implique de prendre le temps de s'interroger. Avons-nous réellement faim? À quel point ressentons-nous cette faim? Et enfin, quel type d'aliments souhaitons-nous consommer? L'idée est de répondre à ses besoins alimentaires réels, de ne plus réprimer ses envies et de se faire plaisir. Il est normal d'avoir envie de manger des aliments sucrés ou gras qui nous procurent du plaisir. La société nous a souvent conditionnés à penser qu'il est mauvais de consommer de tels aliments, ce qui nous amène à refouler nos envies et à ne pas réguler nos émotions. Cependant, il est important d'écouter ses envies et de se faire plaisir sans culpabilité. La chercheuse affirme que cela n'entraîne pas nécessairement une prise de poids et compare cette satisfaction à celle d'un bébé qui cherche du réconfort en se nourrissant auprès de sa mère. Mais que se passe-t-il si on choisit d'excéder les limites et de consommer environ 100 000 calories en moins de 24 heures? Commençons par l'origine même d'une telle chose. Les concours de nourriture, un spectacle très impressionnant. La Major League Eating, MLE, est une organisation mondiale chargée de superviser les concours professionnels de nourriture à travers le monde. Son objectif principal est de développer et de promouvoir des événements culinaires de premier plan couvrant différentes disciplines alimentaires. Les concours gastronomiques organisés par la MLE offrent un divertissement spectaculaire et bénéficient d'une couverture médiatique exceptionnelle. On y retrouve les plus grandes stars mondiales de la restauration telles que Joey Chestnut, Sonia Thomas, Patrick Bertoletti, Eater X Team, Bob Shoot et Molly Schuyler. Tous ces individus sont des compétiteurs professionnels et certains d'entre eux participent à jusqu'à 170 concours par an. En outre, la MLE organise elle-même environ 80 événements annuels, attirant un large public et suscitant un fort engouement. Chaque année, le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, la chaîne de restauration rapide Nathan's Famous organise un concours de consommation de hot dog à Coney Island, New York. Ce concours est largement considéré comme le plus grand événement de ce genre aux États-Unis et bénéficie d'une immense popularité. Le gagnant remporte un chèque de 10 000 $. Selon la légende marketing, cette compétition gargantuesque aurait été lancée en 1916, la même année où le premier stand de hot dog de la marque a été inauguré à Coney Island. Ces compétitions imposent une règle.
Il est interdit de vomir dans les 2 minutes suivant le signal sonore afin de valider la performance. Pour faciliter l'ingestion de quantités massives de nourriture, les participants ont recours à quelques astuces. Ils trempent souvent le pain dans de l'eau pour le rendre plus mou et plus facile à avaler. Ils engloutissent de gros morceaux sans trop mâcher, accompagnant le tout d'eau pour faciliter la descente des aliments. De plus, ils adoptent des postures corporelles spécifiques pour favoriser la digestion. Pour se préparer à ces compétitions, ils s'entraînent intensivement pour améliorer leur endurance cardiovasculaire et utilisent des techniques de respiration avancées. Il est courant pour eux de boire entre 4 et 5 litres d'eau d'un seul coup afin d'étendre leur estomac et ainsi pouvoir consommer davantage de nourriture. Il y a plus de 13 ans, la Major League Eating MLE a été créée avec une touche humoristique. Les frères George et Rich Shea, experts en relations publiques, ont lancé cette initiative et ont choisi comme devise en latin Post Cibum Veritas, qui signifie la vérité après le repas. Les membres de cette organisation sont affectueusement surnommés les cavaliers de l'œsophage, ou encore les armes de digestion massive. Au fil du temps, la MLE a connu une croissance significative. Le montant total des prix s'élève désormais à près de 600 000 $. De grandes marques telles que Coca-Cola, Netflix, Pizza Hut et Smirnoff ont été convaincus de devenir des annonceurs et de sponsoriser les concours de hot dog. La MLE collabore également avec des chaînes de télévision telles que Fox, Speak TV et d'autres pour lesquelles elle crée des programmes spéciaux. De plus, la chaîne ESPN rémunère désormais la ligue pour diffuser les concours. Ces événements attirent un public de 40 000 personnes sur place et sont suivis par 1,5 million de foyers à la télévision. Les concours de gros mangeurs ont connu une évolution majeure et sont désormais considérés comme des événements professionnels ayant même obtenu l'approbation du gouvernement. Un participant notoire, Takeru Kobayashi, a récemment révélé qu'il avait obtenu un visa O-1 pour travailler aux États-Unis. Ce type de visa est généralement accordé aux individus dotés de capacités extraordinaires dans des domaines tels que les sciences, les arts, l'éducation, les affaires ou le sport. Dans le cas de Kobayashi, sa capacité extraordinaire réside dans la possibilité de manger de manière excessive. Joey Chestnut, également connu sous le nom de The Jaws, est considéré comme le plus grand mangeur de tous les temps. Récemment, il a accompli de nombreux exploits remarquables, ce qui lui a valu des victoires lors de concours de nourriture. Parmi ses prouesses, on peut mentionner l'ingestion de 30 sandwichs grecs gyros en seulement 10 minutes, établissant ainsi un record du monde. Il a également consommé 6,5 kg de tarte au mûr en 8 minutes, absorbé 6,8 litres de piment en 6 minutes et dégusté 205 ailes de poulet en 12 minutes. La capacité de ces mangeurs professionnels à relever ces défis alimentaires est impressionnante et fascinante pour les spectateurs. En 2017, Joey Chestnut a remporté 8 victoires consécutives au célèbre concours de hot dogs de Natanz. Un an plus tard, le 25 juin, il a battu son propre record du monde en ingérant 73 hot dogs et demi en seulement 10 minutes lors des qualifications pour le concours. Bien qu'il soit classé deuxième dans la ligue majeure des mangeurs MLE, le championnat officiel qui organise de nombreux événements aux États-Unis et au Canada est largement reconnu comme le plus grand mangeur au monde. Il mesure 1,85 m et pèse 104 kg et est surnommé Jaws, c'est-à-dire les mâchoires. Joey Chestnut suit un entraînement très strict pour se préparer aux compétitions. Il mange entre 35 et 70 hot dogs lors de ses séances d'entraînement et boit de grandes quantités d'eau pour améliorer l'élasticité de son estomac. Dans une interview accordée au magazine GQ, il a expliqué qu'il digère naturellement tout ce qu'il ingère, sans se faire vomir. Il utilise également des techniques comme le saut pour contrôler son estomac et pousser les aliments plus rapidement. Son entraînement intensif lui a permis d'ignorer la faim et la satiété au point de ne plus les ressentir. Mais ces faits sont-ils sans danger? Les athlètes ne mettent-ils pas la santé en péril? Le Food Challenge, un jeu qui requiert beaucoup de prudence. Ces concours qui ont émergé aux États-Unis avec les célèbres compétitions de hot dog se sont rapidement répandus dans de nombreux pays, ajoutant une touche de folie culinaire à notre quotidien. Mais derrière ce spectacle divertissant se cachent des conséquences inquiétantes pour la santé des participants. Des études passionnantes ont révélé que les performances de ces mangeurs hors normes ne sont pas simplement le fruit d'une vidange accélérée de leur estomac, mais plutôt de l'élasticité incroyable qu'ils ont développée grâce à un entraînement acharné. Cependant, il est important de noter que ces super-héros de la digestion ne sont pas à l'abri des dangers pour leur santé. Imaginez le stress que subissent leur système cardiovasculaire. L'hypertension artérielle et le risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux les guettent. Tout cela est principalement dû à leur consommation démesurée de sodium. Ils ingèrent plus de 2 grammes de ce minéral par repas, soit l'équivalent de 5 grammes de sel par jour, sans compenser par une absorption suffisante de potassium qui se trouve principalement dans les fruits et les légumes. Ironiquement, ces aliments semblent être absents de leur défi alimentaire déjanté. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les participants risquent de voir leur relation avec la nourriture se transformer au fil
fil du temps. À force de distension de leur estomac, ils peuvent perdre la sensation de satiété, ce qui peut entraîner des épisodes d'hyperphagie en dehors des caméras et une prise de poids considérable. De plus, leur capacité à propulser les aliments vers l'intestin pendant la digestion peut être altérée, ajoutant une nouvelle couche de complexité à ces exploits gastronomiques. Alors tandis que ces vidéos fascinantes continuent de captiver des millions de spectateurs, nous ne pouvons qu'être interpellés par les risques encourus par ces compétiteurs intrépides. Une chose est sûre, il y a bien plus à découvrir que ce que l'on voit à l'écran. Et rappelez-vous, derrière les chiffres impressionnants se cache une réalité complexe et des conséquences potentiellement graves. C'est sur ces mots que la vidéo de ce jour prend fin. Les diverses sources de nos propos se trouvent dans la partie description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser la mention j'aime. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci et à très bientôt sur Cultination.